sur l'autonomie et le financement. Bonjour tout le monde. Lisette Dormois, coordonnatrice générale du Vaisseau d'Or des Moulins, membre active du RRASMQ, naturellement. Aujourd'hui, et membre aussi du comité Le Politique et non pas La Politique. C'est une nuance qui est fort importante. Un parle de partisanerie, l'autre parle de conditions humaines, de système de gouvernance dans une communauté ou dans une société. Le but de la rencontre aujourd'hui, c'est super simple. Je pense que ce que vous devez savoir, c'est que comme Anne-Marie disait, il n'y a aucune position à arrêter. On vient vraiment chercher le pouls, puis des fois, on va susciter vos réactions en ayant des propos qui pourraient peut-être ne pas vous faire plaisir ou vous déranger, mais dites-vous que le choix des propos a été fait en fonction de venir nous brasser chacun dans notre petit confort de nos organismes. Ensuite, dans le fond, on va prendre connaissance des données sur le financement des organismes communautaires ou des groupes communautaires. C'est bien important. Le fameux rapport théorique, comme Anne-Marie nous a appris à l'appeler, est fort intéressant là-dessus. On va réfléchir au sens du financement. Le financement, c'est pourquoi. L'autonomie, c'est pourquoi, puis c'est pour qui. Puis dans quelle mesure est-ce qu'on peut sacrifier un pour obtenir l'autre? On va essayer aussi, à travers vos propos et nos propos, clarifier la posture du regroupement et de ses membres face au financement et à l'autonomie afin qu'on puisse préciser vraiment le sens des revendications que le comité pourrait porter ou qu'un comité pourrait porter aux instances décisionnelles. Et on va essayer aussi, naturellement, de préciser la vision autour de la mission de transformation sociale des ressources alternatives. Et quand on dit autour, c'est sûr, ça va s'élaborer en s'inspirant des critères de l'ACA, qui est l'action communautaire autonome. Donc, première partie de la rencontre, on rentre dedans, c'est vraiment autour du rapport Théoret. Donc, on va faire une présentation synthèse des données qui ont été colligées par Robert Théoret. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça a été un permanent dans l'équipe du regroupement pendant de nombreuses années. Il a quitté il y a 5 ans. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup travailler les questions de financement, puis travailler dans les chiffres aussi, une formation en économie. Donc, c'est vraiment un tripeux de chiffres. Et on l'a sollicité pour qu'il puisse nous sortir ces données-là à l'usage des membres du regroupement. Et on va commencer cette question-là des données du financement, peut-être en se rappelant que pourquoi est-ce qu'on parle d'autonomie et de financement aujourd'hui, pourquoi c'est un enjeu qui est important, puis pourquoi on vous invite à cette rencontre-là ce matin, c'est parce que historiquement, il y a des ressources qui se sont constituées au départ avec pas beaucoup de sous, avec pas beaucoup de financement, mais qui ont porté ce projet-là de développer un ailleurs et autrement santé mentale dans la communauté pour accueillir autrement qu'à l'hôpital, accueillir avec d'autres valeurs, d'autres principes, d'autres rapports qui sont plus égalitaires, plus à l'écoute de la parole des personnes, plus à même d'accompagner plutôt que de prendre en charge et imposer. Et bon, on sait historiquement, il y a des groupes qui sont constitués plus autour de la défense des droits des personnes psychiatrisées, d'autres plus autour des pratiques, de l'entraide, de l'accueil. Il y a eu cette alliance historique-là entre les personnes usagères et intervenantes qui ont travaillé ensemble à constituer le regroupement, à porter une parole forte ensemble. Et tout ça a été possible, entre autres, parce que, oui, il y avait des gens qui s'impliquaient et qui s'impliquent encore aujourd'hui gratuitement, mais aussi parce qu'on a un financement et on a une reconnaissance de l'État qui nous considère comme étant tantôt des partenaires, tantôt des opposants constructifs, tantôt des ressources essentielles, mais qui nous considère comme faisant partie du paysage en santé mentale, puis comme faisant partie des groupes qui sont incontournables aussi en santé mentale. Donc, il faut se rappeler ça. Et des ressources alternatives comme les nôtres, soutenues
financièrement à la mission par le gouvernement, c'est quelque chose qui est unique. Il n'y a pas d'équivalence à l'échelle du globe de ce réseau-là de ressources alternatives qui ont un soutien suffisant pour avoir une action aussi grande que la nôtre dans leur communauté. Donc, je ne suis pas en train de dire que le portrait est parfait, mais je suis en train de dire qu'on a un joyau, puis ça, je pense que vous le savez, on a des joyaux entre les mains et c'est important de défendre ce modèle-là et de continuer à travailler à son développement et à son maintien. Donc, c'est un peu à partir de ce souci-là de faire de l'alternative quelque chose de bien vivant pour longtemps qu'on vous a convié à la rencontre d'aujourd'hui. L'ABC du financement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'émergence de l'action communautaire autonome, les ressources alternatives ont aussi fait pression et on a vu l'émergence d'une politique gouvernementale d'action communautaire. 2 points. Une contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec. Le dépôt de cette nouvelle politique-là a été prévu pour 2021. On l'attend avec impatience. On a commencé à voir émerger les cadres qui vont venir définir le financement à la mission, le financement aux ententes spécifiques, mais ça, je pense que c'est plus Catherine qui va l'aborder avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le financement actuellement va être basé sur les 8 critères de l'ACA. Être un organisme à but non lucratif légalement constitué, être enraciné dans la communauté. Être enraciné dans la communauté, ce n'est pas juste avoir une adresse naturellement, mais c'est aussi se faire voir, se faire connaître par la communauté, s'impliquer dans la communauté. Le troisième critère, on parle d'entretenir une vie associative et démocratique. 4, c'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Cela, il est fort important quand on parle d'autonomie puis quand on parle des différentes sources de financement. Et si on continue, l'organisme doit répondre aussi à 4 autres critères, c'est avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté. Souvent, dans nos histoires, les organismes communautaires, on est vraiment issus d'un besoin de personnes qui ont dit « Hey, nous autres, on a le goût d'avoir un ailleurs et un autrement » et se sont constitués un organisme à partir de leurs besoins. Ensuite, c'est poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui va favoriser la transformation sociale. La transformation sociale, c'est l'ensemble des dénonciations qu'on peut faire, le regard critique qu'on a sur la tangente québécoise qui s'en va vers la surmédicamentation et la médicalisation des problèmes sociaux. Faire preuve de pratique citoyenne, d'approche large, axée sur la globalité de la problématique abordée, c'est-à-dire ne pas se cantonner à une seule vision ou d'une problématique sociale, puis être dirigé par un conseil d'administration indépendant du réseau public, bien ça, je pense que tout le monde comprend qu'est-ce que c'est. Fait qu'on est là-dedans quand on parle de l'ABC du financement, c'est tout issu de ces points-là. Et là, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher du financement au niveau du PSOC. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Anne-Marie? Non, là, je passerai la parole à ce moment-là à Catherine qui va aborder les différentes formes de financement. Super. Oui, en fait, je veux juste m'excuser. Premièrement, il y a comme de la rénovation en bas de chez moi. Fait que si vous entendez des bruits, je m'excuse à l'avance. En fait, tout ce que Lisette vous a expliqué a amené bien sûr à avoir des fonctionnements de financement qu'on va essayer le plus possible de vous simplifier. En fait, il y a le financement à la mission globale qu'on entend souvent nommé par PSOC, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires. En fait, oui, c'est un financement qui est récurrent, mais chaque organisme a une convention qu'il signe qui est techniquement renouvelable aux 3 ans. Je dis techniquement parce qu'actuellement, il y a eu beaucoup de travail avec le cadre PSOC et ça n'a pas été le cas. Là. Les conventions ont été renouvelées automatiquement.
Puis, vous avez peut-être entendu parler des enjeux aussi politiques là, qu'il y a eu en lien avec ça. En fait, ce financement-là, il est indexé selon l'indice de prix à la consommation, mais on s'entend que les organismes revendiquent plus parce que c'est minime le montant qu'on peut recevoir en lien avec cet indicateur-là. Malgré le fait que c'est pour notre autonomie, ce financement, c'est notre mission de base, c'est sûr qu'on a une certaine reddition de compte à faire tout de même, qui est faite à travers notre rapport d'activité, puis défini par le cadre de gestion PSOC, en fait. Donc, à travers notre rapport d'activité, on doit voir les critères que Lisette, je te rebaptise, que Lisette a apporté tout à l'heure. Puis l'enjeu là-dedans, en fait, c'est notre autonomie. Ce financement-là devrait représenter la plus grande proportion de notre financement total, entre 80 et 90 puisque c'est vraiment notre autonomie d'action. C'est là où on peut, avec notre vision, aller plus loin puis mettre nos propres actions en route pour les citoyens. Puis, on ne se limite pas seulement à une prestation de service. Donc, on a une vision aussi, entre autres pour nous, les organismes, une vision alternative de la santé mentale. Puis, les balises du montant, en fait, excusez-moi, je vais juste vous remonter. Il y a un seuil plancher en fonction de la typologie. La typologie, c'est comme un petit peu ce qui définit le type d'orientation puis de service que vous allez prendre. Exemple, hébergement, milieu de vie. Il y a entraide aussi, et là, je pense que j'en oublie un, mais bref, on a une typologie qui définit notre balise de financement. Le prochain autre type de financement, c'est des ententes spécifiques. En fait, ces ententes-là vont vraiment être définies par le CIS ou le CIUS dans un contrat. Ne sont pas nécessairement récurrentes, ils peuvent l'être. Mais ça peut être limité dans le temps aussi à comme un exercice d'activité, un besoin. Mais sous-entente, ça peut être renouvelé. Les enjeux, en fait, là-dedans, c'est vraiment qu'on est plus dans une prestation de service, fait qu'on peut diluer un peu les pratiques alternatives parce qu'il y a des attentes en lien avec cette entente-là quand même. Ces ententes-là vont plus viser aussi à atteindre des cibles ministérielles ou régionales. Sont censés respecter la mission de l'organisme communautaire, mais il faut quand même avoir une vigilance, en fait, avec ce respect-là. Puis, les montants de ce financement sont à négocier en fonction du service qu'on donne, en fonction de la relation qu'on a avec le partenaire puis des besoins qu'on a. Là, je ne sais pas si je n'explique pas tout clairement, n'hésitez pas à me reprendre, groupe. Là. Je pense que c'est des choses aussi, on va pouvoir prendre une période de questions à la fin des présentations sans problème. Oui, parfait. Génial. On montrera dans les slides, oui. C'est parfait. Donc, c'était un autre des financements. On a aussi les projets ponctuels ou spéciaux. En fait, ne sont pas récurrents. Ça peut être souvent des projets pilotes. Comme les ententes spécifiques ne sont pas nécessairement indexées. En fait, souvent, projets ponctuels ne le sont pas. Moi, j'ai vécu des ententes spécifiques qui l'ont été là, dans le cadre de mon organisme. On va aussi voir à travers les présentations, il y a des disparités à travers les régions. Donc, ça, vous allez voir ça. Les projets ponctuels, c'est aussi défini par le CIS ou le CIUS dans un contrat. Ça peut être un soutien lié à des besoins qui sont ponctuels, à des cibles régionales ou ministérielles. Puis, encore une fois, c'est une précarité puisque ce n'est pas nécessairement des orientations qui sont liées à des pratiques alternatives ou à notre mission. Puis, on négocie tout cela en fonction aussi de notre rapport de force avec le réseau. Donc, c'est vraiment de la négociation qui n'est pas nécessairement, qui peut être difficile d'être d'égal à égal parce qu'on doit beaucoup revendiquer nos valeurs, en fait. Puis, un thème qui va vraiment traverser notre rencontre, c'est l'autonomie. En fait, on est des organismes alternatifs en santé mentale, oui, mais on est aussi des organismes qui ont été constitués par des citoyens qui sont d'action communautaire autonome. Puis, c'est important vraiment dans le financement, c'est un enjeu majeur. On le voit souvent dans les rapports de force où le réseau peut essayer de nous imposer des choses, donc de garder notre autonomie d'action, puis de pouvoir continuer à concerter nos membres, les citoyens qui sont dans nos organismes, mais c'est primordial.
Donc, peut-être lire la petite phrase qui est sur le PowerPoint. L'action communautaire autonome au Québec se veut l'expression de la volonté et de la capacité populaire de prendre en charge collectivement la transformation des réalités sociales et la réponse aux besoins de la population. Donc, notre autonomie se dirige vraiment vers les besoins de la population et doit être entendue comme ça. Malheureusement, des fois, on a des défis de se faire entendre comme ça avec différents partenaires. Merci Catherine, merci Lisette. Maintenant, on va rentrer dans les données sur le financement. Donc, vraiment, pour ceux qui ont reçu là, le rapport Théoret, c'est le grand rapport. Donc, vous pourrez suivre dans ce rapport-là. Des fois, on va vous dire à quelle page on fait référence. Puis aussi, Jean-Pierre, hier, vous a envoyé un document, donc un petit document synthèse là, sur 4 pages. Donc, ça ici. Donc, il y a moyen aussi de vous retrouver là-dedans ou de simplement regarder le PowerPoint, puis par la suite, vous irez jouer dans le rapport Théoret à votre convenance. Donc, peut-être vous dire les sections sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui. On va vraiment se concentrer sur le financement PSOC. Donc, c'est vraiment le soutien aux organismes communautaires qui nous intéresse. On ne va pas être dans le financement privé, dans les autres sources de financement. Donc, d'abord, de toutes les organisations communautaires autonomes qui sont en santé et services sociaux, de un. Donc, on va regarder un peu ce portrait-là, les différents secteurs. Qu'est-ce qui a bougé au niveau du financement de 2015 à 2020? Puis, on va aussi aller regarder le financement PSOC des organismes communautaires en santé mentale, les OCSM, et on va pouvoir comparer aussi le financement de ces groupes-là au financement du réseau en santé. Donc, c'est vraiment les deux aspects sur lesquels on va se concentrer ce matin et je vais laisser Jean-Pierre continuer sur la source des données et sur le financement des secteurs. Oui, merci. Donc, la première des choses qu'on a dit, donc c'est très compliqué d'essayer de dresser un portrait du financement en santé mentale et le PSOC aussi. Et ça, donc, on est allé voir un expert, un moine tibétain qui est retiré pour essayer qui adorait ça. Donc, il a eu beaucoup de plaisir à récolter tous les grimoires et tout ça dans les fins fonds du ministère de la Santé, notamment le contour financier, notamment les rapports annuels de gestion de chacun des CIS et tout ça. Et enfin, il y avait aussi une chose, c'est que le ministère, après avoir ça, donc pour nous dresser le portrait qui nous a présenté là, il y a heureusement en commission parlementaire, il y a eu des questions des oppositions qui ont fait en sorte que le ministère nous a donné des données excessivement précises sur 2021 qui sont arrivées en fin avril, donc on n'a pas pu les intégrer et tout ça, mais on va s'en servir aussi. C'est pas évident, c'est une complexité ce que je redis là. Je ne sais pas comment le ministère est capable de savoir combien d'argent vont dans les organismes communautaires en santé mentale. Diapo suivante. Néanmoins, on a pu arriver à faire ça. Donc, en termes de financement global des groupes en services sociaux, il se trouve que le financement, la manière dont ça fonctionne, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ça marche par programme-service. Programme-service, ça veut dire que on parle de santé publique, services généraux, déficience, jeunes, aînés, dépendance, santé mentale, etc. Donc, ça, c'est des catégories. Ce qu'on trouve, et ça on le voit dans le tableau 2, que de 2015 à 2020, donc les années qui nous intéressent, qui correspondent au plan d'action en santé mentale, la santé mentale a progressé beaucoup moins que d'autres secteurs. Là, je dis l'ensemble, que ce soit à la fois le public et le groupe communautaire. On parle d'augmentation en santé mentale de 13,1%, alors par exemple, la santé publique a augmenté de 91,5%. Donc, on n'est pas dans la même ligue. Là. Diapo suivante. Au niveau du financement global des programmes, donc c'est ça. La part du financement des organismes communautaires en santé mentale, ça a constamment diminué dans les dernières années. Et en fait, ce qu'on arrive à ça, c'est que ça illustre que malgré le plan d'action en santé mentale 15-20 du gouvernement, ça n'a pas suivi du tout. Et notamment, les organismes communautaires en santé mentale
n'ont pas eu d'augmentation qui était là. On a Lisette qui lève la main. Écoute, je voudrais juste rajouter, Jean-Pierre, quelque chose qu'on jasait plus tôt, c'est que ces chiffres-là aussi, ils peuvent être trompeurs parce qu'il y a plusieurs régions qui ont eu des transferts d'entente spécifique à mission globale et ça pourrait être interprété comme une augmentation alors qu'en réalité, c'est juste des ajustements administratifs. Tout à fait, non, tout à fait. Ça, c'est la difficulté qu'on a parce qu'il y a très, très peu de chiffres qui nous donnent la différence entre ce que disait Catherine, qui nous présentait Catherine. Le PSOC, c'est les 3 volets, entente de service, volet projet particulier et volet mission globale. Et souvent, c'est un seul même, alors qu'en fait, nous, on a vu que ce n'est pas les mêmes du tout, ce n'est pas les mêmes financements. Enfin, c'est de l'argent pareil, mais en termes d'impact au niveau des groupes, c'est totalement différent. On pourrait donc l'autre, ce qu'il faut voir au niveau du rehaussement du financement du PSOC à la mission. Donc ça c'est tous les programmes services et là on parle de la mission. On voit qu'en 17-18, on était à 10 millions, l'année suivante à 17, 35 millions en 19-20, 40 l'année passée, et là, ils nous ont annoncé qu'il y avait 15 millions, qui correspondent aux 10 millions du gouvernement Legault et 5 millions qui avaient été planifiés, parce que vous vous souvenez que les gouvernements font des annonces sur 5 ans. Alors, il y a eu 10, 15, 5, 5, 5 ou je ne sais pas quoi, et donc ça, c'était un reliquat de 5 millions. Ça ressemble pas, c'est pas beaucoup en fait. Nous, les demandes qu'on fait, notamment à travers la campagne cash, c'est 270 millions en rehaussement au niveau de la mission du budget 2022. Donc, on a encore, donc l'année prochaine, ils ont encore pas mal à aller chercher là. Ne pas oublier aussi que là-dedans, c'est divisé par 3300 groupes. Et en gros, le secteur santé mentale représente 400 groupes. Hein? En gros, globalement, c'est ça. Et là aussi, on disait, les chiffres n'incluent pas les montants des financements Covid. Notamment, enfin, tout ce qu'il y a eu, on va le voir plus tard, il y a eu quand même de l'argent qui a été une vingtaine de millions, on va le voir plus tard. Ce n'est pas là-dedans, parce que là, on parlait que à la mission qui est donc récurrent. Après, ensuite, au niveau là, du c'est financement… autour de Lisette ici. Ah, c'est sûr. Ben, moi, c'est ça que j'avais dans mes notes. Moi aussi, mais c'est pas grave, Jean-Pierre, tu avais l'air bien parti. Je vais compléter si j'ai quelque chose à rajouter, ça marche. OK. Non, mais c'était simplement pour dire, puis on va compléter tout de suite. Donc, le financement des groupes communautaires, donc même chose, en santé mentale, est passé de 8,4 à 7,9 du programme au M3S. Et ce qu'on note, c'est que par contre, le financement du réseau en santé mentale a été bien plus important. Lisette, je te passe, c'est pour le 10% là, maintenant. Parfait. Fait que dans le fond, ce qu'il faut constater, c'est que le pourcentage du financement des organismes communautaires du secteur santé mentale avait eu un coup de pouce dans un PASM, un plan d'action santé mentale, celui de 2005-2010. Je me souviens, à la page 67, il y avait une ligne qui disait que les organismes communautaires devraient être financés à au moins 10% des dépenses octroyées à la santé mentale. Vous ne serez pas surpris que beaucoup de régions, je dirais que la majorité des régions n'ont pas encore atteint ce fameux 10%-là. Puis si on prend programme secteur par secteur, financement de programme secteur par secteur, peu importe, on constate que, dans le fond, la santé mentale s'appauvrit de façon assez régulière au sein de tous ces beaux programmes-là. Puis que le 10% n'est pas encore atteint. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des régions qui sont au-dessus du 10%. Et ces fameuses régions-là, ben, il ne faut pas non plus leur nuire là-dedans. Si on continue sur le plan régional, on dit qu'il y a au moins 9 régions sur 16 qui n'atteignent pas le 10% actuellement.
souhaitées, puis qu'il y en a 4 qui se situaient encore plus bas, en bas de 7,8 qui se trouve à être la fameuse, moyenne nationale. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce n'est pas avec les indexations que les organismes communautaires vont finir par atteindre le 10 parce que même avec l'indexation, on trouve le moyen de s'appauvrir comme organisme communautaire. Donc, c'est la question qui est lancée dans tout ça, c'est que 2019-2020, pour atteindre notre 10 au niveau national, on a un manque à gagner de 34 millions au financement des organismes communautaires. Est-ce qu'on doit revendiquer le 10 partout? Si oui, comment pas nuire à ceux qui sont au-dessus du 10 c'est autant de questions qu'on se pose parce que si on regarde, puis il y a des organismes, excusez-moi, il y a des régions, c'est un peu trompeur. Ils ont l'air d'être au-dessus, mais dans la réalité, ils sont plus pauvres que la moyenne. Tu sais, si on prend la Côte-Nord, on parle en moyenne, ils sont à 11,6 du financement. Wow, bravo, ils sont en haut du 10 mais si on regarde comme il faut, en moyenne, ils reçoivent 153 000 par organisme. Fait que déjà là, il y a comme une iniquité. Hein, à mission, la même mission n'a pas le même financement. Un petit peu comme Catherine parlait des typologies tantôt. Fait que pour moi, c'est un peu les grands questionnements que je voulais soulever à travers les chiffres que Robert nous amenait. Puis, il y a des organismes aussi, je tiens aussi à spécifier que actuellement, nos regroupements se battent pour avoir du financement selon les typologies, parce que c'est sûr qu'un organisme qui fait la défense de droits, c'est hyper important, mais on n'aura pas les mêmes besoins financiers qu'un organisme dont la typologie est hébergement ou crise. Fait qu'il faut aussi tenir compte de toute cette dimension-là quand on veut faire des revendications qui vont être respectueuses de chacun des missions qui sont représentées au regroupement. Voilà. Merci, Lisette. Tu as mentionné la question de l'indexation. C'est aussi un élément qui a été pris en compte dans le rapport Théoret. Le fait que, quand on parle d'indexation, c'est quoi? C'est d'ajuster le financement à l'augmentation du coût de la vie. Hein? Puis pour faire ça, dans le milieu communautaire, ce qui est utilisé pour le PSOC, c'est l'indice des prix à la consommation, qui est l'indice d'augmentation des prix pour un ménage, pour une famille. Donc, ce qu'on voit, par exemple, ici, de 2015 à 2020-22, il y a eu des années où l'IPC, comme en 2015-16, était de 1 il y a des années où il était plus élevé, comme en 2020-2021. L'IPC était de 2,2 Donc, selon l'IPC, l'enveloppe du PSOC a été plus ou moins augmentée. Par contre, ce qu'on voit puis ce qu'on dénonce, c'est que l'indexation accordée, ça ne représente pas, puis ça, vous le savez, là, vous gérez des budgets d'organismes. L'IPC, ça ne représente pas l'augmentation des coûts réels pour des organismes communautaires. Donc, quand on pense aux coûts d'installation, d'électricité, les salaires, les charges, tous ces coûts-là sont souvent, l'augmentation est plus élevée que l'IPC. Puis il y a un double standard au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux parce que pour le réseau, il y a un calcul d'augmentation des coûts qui est basé sur les coûts de système ou les coûts de fonctionnement. Donc, ils prennent en compte les coûts réels d'augmentation, tandis que pour nous, on prend en compte les prix pour un ménage, alors qu'on devrait peut-être plus être basé sur des coûts de système là, pour indexer nos groupes. Ce qu'on a vu aussi dans le rapport Théoret, c'est qu'il y a des régions, donc au niveau régional, ils n'ont pas indexé les groupes à la hauteur de l'IPC. Donc, il y a vraiment des groupes qui se sont davantage appauvris que d'autres, parce que dans le fond, on s'appauvrit tous. Mais dans certaines régions, c'était pire. Donc, au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay, en Estrie, en Outaouais, dans le nord du Québec, dans Chaudière-Appalaches, à Laval. En 2015-2017, ça, c'est le tableau 13 en page 17 du rapport Théoret. Ce qu'on a vu, c'est que ils n'ont même pas pris en compte l'IPC pour faire l'augmentation des groupes. Donc, c'est de l'argent, dans le fond, qui a été gardé dans le réseau plutôt que ça soit envoyé dans les groupes communautaires. Donc, ça, c'est sûr que c'est un enjeu, l'indexation, puis c'est pourquoi ça fait partie aussi des campagnes cash, des campagnes engagez-vous, parce que dans le fond,
Ce qu'on a présentement, c'est que c'est une indexation qui permet de maintenir de manière imparfaite nos capacités d'agir. Ça sert à suivre le rythme d'accroissement de certaines dépenses, mais on n'a pas une réelle prise en compte de toutes les dépenses des groupes. Donc, il y a une des luttes qu'on doit mener pour que l'indexation représente réellement la hausse des coûts du système, des coûts de nos ressources, puis pas seulement l'IPC. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, si ça vous intéresse, ça fait partie du rapport Théoret, cette étude-là de l'indexation. Et je vais passer maintenant la parole à Jean-Pierre. Oui, ça serait donc pour voir le financement des instances de concertation et de représentation. On a aussi quand même une chose très intéressante au Québec, qui est les instances à la fois régionales et nationales. Malheureusement, souvent, principalement au niveau régional, le financement est très faible. Ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait quand même une certaine hausse de financement, mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est surtout parce que ces groupes ont bénéficié les critères de rehaussement, parce que le PSOC, l'argent qu'on a vu tout à l'heure qui est arrivé, l'argent neuf qui est arrivé, ça privilégie avant tout les groupes les moins financés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les groupes, les tables régionales en santé mentale étaient peu ou très peu financés, donc ils étaient rehaussés un peu, si vous voulez. Je pense que c'est important qu'on souligne ça, parce que l'importance de ces groupes n'est plus à démontrer, parce que ça permet une meilleure communication, une meilleure concertation entre les groupes en santé mentale en particulier. Ensuite, au niveau du national, il y a eu des choses intéressantes au niveau national. Là aussi, il y a eu des augmentations assez peu. Par exemple, pour le regroupement est très disparate. Le regroupement, qui est le regroupement national qui est le plus financé, nous avons reçu 7% d'augmentation, mais le RECIT, qui est le regroupement des services de crise du Québec, un groupe qui n'est pas si vieux, eux, ils ont eu 184%. Donc, on voit la différence qu'il y a eu. Là aussi, les organismes, les organismes nationaux et regroupements nationaux qui avaient moins de 200 000 ont eu plus d'augmentation que ceux qui étaient au-dessus. Le groupe qui a reçu le plus forte augmentation, c'est un organisme donc, au cœur des familles agricoles suite au suicide, etc., des agriculteurs. Ça, il y a eu une explosion là-dessus et ils ont eu leur augmentation aussi très importante. Alors, il y a ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs nationaux qui ont été reconnus et financés dans le champ de la santé mentale. C'est passé de 12 à 16, soit une augmentation de 25% en 5 ans. Ce qui veut dire aussi, ce qui nous pose la question, l'approche alternative en santé mentale, est-ce qu'elle ne risque-t-il pas d'être moins audible du côté du N3S? Ça, c'est dans le rapport de Théoret, page 70. C'est ce que je disais, donc certaines organisations plus jeunes, on l'a dit, qui ont été augmentées. Alors, il y a d'autres, pour passer à travers le rapport Théoret, il y a des sections qu'on ne parcourra pas aujourd'hui, mais qu'on vous dit, vous pouvez les consulter. C'est le financement par région, donc c'est de la page 27 à 60, le financement de certaines catégories d'organismes, mais parce que ce qu'on disait, on ne compare pas des pommes avec des oranges, les organismes, c'est vraiment différent, même s'il y en a qui sont en plusieurs typologies, il y en a qui sont, c'est pas si simple que ça non plus. Et puis, il y a de la page 71 à 76, il y a le financement des groupes membres du regroupement. Là aussi, méfiez-vous dans les chiffres. Souvent, il y a l'ensemble des 3 volets que vous retrouvez qui sont mélangés. On n'est pas arrivé enfin, qui sont mélangés, qui sont additionnés. Donc, ça ne veut pas dire qu'un groupe qui reçoit 300 000 $, il reçoit 300 000 $ en soutien pour la mission. Oui, tout à fait. Fait que là, écoutez, on vous a fait un exercice accéléré de présentation du rapport Théoret. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est d'ouvrir un espace de questions, de réactions. Dans le fond, j'espère qu'on vous a permis de prémâcher un peu, vous de montrer ce qui ressortait de ce rapport-là de plus de 70 pages. Je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se regarder, se voir.
et réagir. Donc, dans le fond, ce qu'on voulait savoir, excusez-moi, je vais sortir de mon PowerPoint, c'est quelles questions vous restent avec ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des données qui manquent? Est-ce que vous sentez que ces données-là sont fidèles à vos réalités? Donc, vraiment, on vous ouvre un espace de parole si vous voulez lever la main pour participer dans la section réaction en bas. Donc, qu'est-ce que vous comprenez de ces chiffres-là? Comment vous réagissez à ces chiffres du dernier plan d'action en santé mentale de 2015 à 2020? La parole est à vous.